Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 18 mai 2022. On a un Bitcoin toujours sur son support, un D30 000, l'Ether sur son support des 2000 $. Donc après une chute, pareil, est-ce qu'on va avoir un rebond? C'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très intéressant. On va en fait imaginer 3 scénarios possibles concernant le prix du Bitcoin, et ensuite on va essayer d'adapter une stratégie, probablement avec du DCA, on va en parler après, pour voir comment est-ce qu'on pourrait se positionner sur le Bitcoin et également les altcoins, de façon à être, on va dire, serein dans nos investissements, malgré le scénario qui se produira sur le prix du Bitcoin. Voilà. Donc vous l'avez compris, sur cette chaîne, je ne vais pas vous dire oui le Bitcoin va monter ou oui le Bitcoin va descendre, puisqu'on n'en a aucune idée, ça vous l'avez bien compris pour ceux qui me regardent depuis un petit moment. En revanche, on va essayer d'établir des niveaux importants sur lesquels le Bitcoin pourrait venir s'appuyer, des niveaux importants sur lesquels le Bitcoin pourrait venir également s'appuyer, mais cette fois-ci en tant que résistance. On a des supports et des résistances qu'on essaye de déterminer, et en fonction de ça, on établit une stratégie d'entrée, une stratégie d'achat finalement, sur des prix intéressants pour du moyen long terme dans le secteur des crypto-monnaies. Oui, on va analyser le Bitcoin, mais oui, le Bitcoin c'est le leader du marché. Quand il baisse, l'ensemble des cryptos baissent, et quand il monte également, c'est la même chose qui se produit. Donc ça n'empêche pas de diversifier son portefeuille avec du Bitcoin, de l'Ether et d'autres crypto-monnaies, même si on se concentre seulement sur le graphique du Bitcoin. Vous l'avez compris. Je ferai également une petite aparté pour les personnes qui ont vu leur portefeuille perdre beaucoup de valeur. Que vous soyez rentré ici sur les cryptos, ici ou ici, quoi qu'il arrive, si vous avez gardé vos cryptos, eh bien à ce moment-là, vous avez pris peut-être entre moins 50 à moins 80% sur votre portefeuille. Et donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir ici. En tout cas, est-ce qu'il y a des niveaux sur lesquels il faut vraiment se sécuriser au cas où s'il y a cette continuation baissière. Voilà, comment voir les choses aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait déjà fait ces erreurs-là et qu'aujourd'hui on soit en perte, soit avec un portefeuille qui diminue énormément. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redresser la barre, ou du moins pour se remettre d'aplomb et ne pas refaire les mêmes erreurs par la suite? Ça va être un peu les questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Ceci étant dit, on va commencer directement avec tout ça. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous passe la petite introduction. Moi, je vous dis à tout de suite. Alors, avant de commencer, je voulais simplement faire une petite aparté sur le fait que sur la chaîne, je ne parle pas forcément que du Bitcoin. Évidemment, on fait des analyses sur les altcoins au quotidien, c'est pas le sujet de l'émission du jour, mais sachez que voilà, on a un portefeuille fictif que l'on alimente avec une stratégie bien précise sur laquelle on essaye d'acheter par palier nos altcoins. On a commencé ça il y a 3 semaines, un mois, peut-être même un mois et demi déjà, le temps passe vite. On est sur moins 13% de performance avec 2200 € d'investissement de départ. Effectivement, on a un marché qui a énormément chuté. Malgré tout, on avait investi seulement une petite partie. Donc aujourd'hui, ça nous permet de continuer à acheter des altcoins. Regardez, d'ailleurs, il n'y en a que 31 sur les 40 qu'on voulait qui ont été sélectionnés. Avec des paliers, voilà, il y a 3 paliers sur chaque altcoin. Pour la plupart d'entre elles, on a mis 1 ou 2 paliers. Donc on a encore du travail à faire et on a encore des potentiels de gains importants, surtout avec des rachats à chaque fois que le marché continue de chuter. Donc si vous voulez suivre tout ça avec moi, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr. L'outil que vous avez à l'écran, je vous la partage sur la chaîne sous l'échange d'une donation. N'hésitez pas à aller voir dans la description pour en savoir plus. Allez, on continue directement avec la suite. Donc ici on a le Bitcoin, on va aller voir justement les 3 scénarios qu'on peut imaginer aujourd'hui au vu de ce que l'on a à l'écran. On admet qu'on ne sait pas ce qui va se passer, malgré tout on va quand même imaginer des scénarios en fonction des niveaux de résistance et de support. Donc déjà, aujourd'hui on a plus un billet bearish. Pourquoi? Parce qu'on a une chute extrêmement importante qui s'est produite. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui la plupart des gens vendent à perte leur crypto, ou est-ce que on est encore en train, la plupart des gens sont encore en train de tenir leur crypto en pensant effectivement, en espérant un rebond. Voilà, c'est la question qu'on se pose. Si beaucoup de gens gardent leur crypto encore aujourd'hui sur les prix actuels, il est fort probable que l'on vienne chercher des niveaux inférieurs. Il y a quand même une chose que je voulais vous montrer, c'est au niveau du stock to flow model. On observe qu'il y a des cycles de temporalité que le Bitcoin respecte depuis sa création, et que l'on touche des sommets, notamment lorsqu'on est dans cette zone verte, qui est donc une zone où nous situons entre 1000 et 800 jours avant le halving suivant, et on voit que c'est encore ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'on a touché les 67 000 $ en novembre 2021, et nous étions également dans cette période verte. Aujourd'hui on entre, regardez ici, dans une période un peu plus bleue, c'est-à-dire qu'on est plutôt vers les 700 jours avant le prochain halving, et on va arriver dans le bleu foncé, donc 600, 400 jours avant le prochain halving qui aura lieu, vous le savez, début 2024.
Et on observe que ces périodes bleues, donc qui commençaient à peu près vers le bleu clair et se prolongeaient jusqu'au bleu foncé, donc jusqu'à 400 jours, voire 200 jours avant le halving, eh ben nous présentaient à chaque fois des périodes de temps où c'était très intéressant d'investir. Bon, tout est à mitiger, c'est-à-dire que là, nous étions dans la période bleu foncé, le prix du Bitcoin valait 14 000 $, et quand même, avant d'avoir cette performance que l'on a vécue, après avoir touché ces 14 000 $, nous sommes quand même revenus ici sur les 3 800 $. Donc ça, c'est pas une science exacte non plus, mais malgré tout ça nous donne un peu une indication des cycles très long terme sur le Bitcoin. Donc aujourd'hui voilà, on constate qu'on revient sur cette couleur bleue, donc de 700 jours avant le halving, et que c'était le moment où ça commençait à être intéressant d'investir sur le Bitcoin en 2018, parce que c'était cette période-là environ, la période bleue qui débutait ici sur le Bitcoin, donc entre les 6 et les 5 000 $. On voit que ça n'a pas été profitable tout le temps, parce qu'on est revenu aux 3 000 $, mais les personnes qui ont acheté ici et qui ont hold, eh bien, ont pu regarder ici, pourquoi pas prendre des profits, pour ceux qui souhaitaient effectivement le faire, ou revendre une partie de leur Bitcoin ici sur les 14 000, même si on est revenu chercher les 3 000 par la suite. Voilà, c'était une période où ça commençait à être intéressant d'investir, cette période bleue. On le voit sur le graphique du Bitcoin, on pourrait faire le même travail en 2012, et c'était pareil. Donc oui, on commence à rentrer sur des prix intéressants pour investir sur le Bitcoin. Donc aujourd'hui voilà, on revient sur le graphique, on est en weekly, on voit qu'on vient s'appuyer sur un niveau de support pertinent. C'est-à-dire que là, si on se met en ligne, la clôture de la bougie donc hebdomadaire de la semaine précédente a clôturé pile poil sur cette ligne. Aujourd'hui, on est plutôt en dessous, mais effectivement, rien ne nous dit que dimanche, on va pas finalement se servir de cette ligne comme support et rebondir pour pourquoi pas revenir aux 40 000, 45 000 $. Donc oui, sur du court terme, il y a quand même au niveau des probabilités une forte chance que l'on vienne quand même rebondir légèrement. Par contre, jusqu'où est-ce qu'on va rebondir, ça, on n'en sait rien. Donc on va reprendre ce premier scénario que je suis en train d'évoquer, qui consisterait à dire que si par exemple dimanche on clôture au-dessus des 31 000 $, on pourrait revenir sans problème chercher des niveaux supérieurs qu'on va essayer de déterminer. Il n'y a pas de science exacte, on ne sait pas quel niveau va être atteint, mais on va essayer de déterminer différents points de résistance sur lesquels on pourrait s'appuyer. Voilà, donc ça serait le premier scénario, c'est-à-dire une poussée vers le haut avec pourquoi pas une poursuite baissière par la suite. Cette poussée qui pourrait être plus ou moins grande, qu'on va essayer de déterminer ensemble, avec par la suite un nouveau plus bas. Ça c'est le premier scénario. Le second scénario qu'on peut envisager, c'est une poursuite baissière dès maintenant, c'est-à-dire que si dimanche on clôture sur les niveaux actuels, c'est-à-dire qu'on vient casser cette ligne que l'on voit à l'écran, qui est une ligne de support très pertinente en weekly, et donc à ce moment-là, c'est vrai que ce scénario baissier pourrait se produire avec un Bitcoin qui redescend très rapidement vers les 20 000 voire les 15 000 $. C'est pas celui que je privilégie, notamment parce qu'on voit quelque chose d'assez intéressant sur le RSI en dessous. Regardez sur ce graphique, on voit qu'effectivement, à plusieurs reprises, nous sommes revenus en zone de survente sur le RSI en weekly. À chaque fois que c'est arrivé, déjà on voit qu'on ne vient pas intégrer la zone de survente, on vient simplement s'appuyer dessus, et on va reprendre les moments où ça s'est passé ce genre de choses. Eh bien c'était ici en décembre 2018, c'était un bottom. Ici, regardez, en mars 2020, c'était également un bottom. Et là à nouveau on vient chercher ce genre de niveau sur le RSI. Donc on pourrait estimer qu'effectivement là on soit sur un potentiel bottom, en tout cas provisoire, qui pourrait nous ramener vers les 40 000, même si une continuation baissière devait arriver, avec pourquoi pas un RSI qui vient de chercher ce niveau des 30 de façon très précise, voire peut-être intégrer la zone de survente au niveau des 27, si jamais on a quelque chose de très très violent au niveau de la baisse. Donc quand même, au niveau du RSI, au niveau de ce que l'on voit, on peut estimer que là, un rebond pourrait s'opérer. Donc c'est pour ça que c'est le scénario que je privilégie, c'est-à-dire un petit rebond, dans un premier temps avec une poursuite baissière par la suite. Donc on vient de voir deux scénarios possibles, on en a un troisième qu'on n'a pas encore évoqué, ça serait le fait qu'effectivement nous venons casser tous les niveaux pour aller effectuer un nouvel ATH, pourquoi pas aller chercher cette ligne de tendance aujourd'hui qu'on a assez long terme, ici aux alentours des 80 000 $. C'est pas le scénario que je privilégie, vous l'avez compris, en raison de ce qu'on voit sur les cycles de temporalité sur le Bitcoin. Ceci dit, fera bien ce qu'il veut. Si les cycles de temporalité ne sont plus respectés, eh bien, ça sera comme ça, et puis c'est tout. C'est pas parce qu'on le fait depuis 10 ans qu'à nouveau, on va, pour ces 10 prochaines années, à nouveau considérer ces cycles comme étant quelque chose de super viable. Vous voyez, c'est pas forcé qu'à chaque fois, ce soit dans la zone verte, là, que l'on fasse des sommets, c'est-à-dire entre 1000 et 800 jours avant le prochain halving. Ça peut changer, bien sûr. Voilà. Donc, c'est le troisième scénario possible. Bien sûr que, pareil, je ne privilégie pas. Donc maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut se positionner sur le Bitcoin et les cryptos. Si on a par exemple, je vais partir sur un chiffre rond, 10 000 € à investir. Ça pourrait être 1000 €, ça reviendrait au même. Ce qui compte, c'est le pourcentage d'investissement sur les différents paliers, etc. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, tout simplement, déjà, sur une feuille de calcul, j'ai simplement répertorié à nouveau ces trois scénarios. On compare avec une base de 10 000 €.
tout simplement, je vais mettre le petit signe euro pour que le chiffre soit plus propre. On part sur une base de 10 000 euros, on a nos 3 scénarios qui sont inscrits ici à l'écran. Le premier donc, rebond à court terme et nouveau plus bas sur le moyen terme. Sur le long terme, je le mets pas, mais sur le long terme, l'objectif, c'est effectivement si on investit, parce que là, on parle d'investissement ici. Donc si on voulait investir dans un actif, c'est que vous considérez que dans le futur, il a la possibilité d'effectuer de nouveaux sommets, en tout cas d'avoir de belles performances. Ça, c'est un point, c'est quelque chose, un état de fait. Si vous pensez que ça ne va pas arriver, c'est-à-dire de nouveaux sommets sur le Bitcoin, dans ce cas-là, n'allez pas investir dans le Bitcoin, allez faire autre chose de votre argent, bien sûr. Donc c'est pour ça que le long terme, je l'ai pas mis. Vous l'avez compris, l'idée, c'est de faire des gains et donc que sur le long terme, on aille faire un nouveau sommet. Donc c'est pour ça que je le mets pas. On va prendre le scénario numéro 1, donc sur le court terme, rebond, et sur le moyen terme, nouveau plus bas. Le scénario numéro 2 qu'on a envisagé, le plus bas sur le court terme et la latéralisation sur le moyen terme. Parce qu'effectivement, si on fait un nouveau plus bas, on ne sait pas jusqu'où on va descendre, certes, mais à un moment donné, on va latéraliser, forcément. Même si c'est aux alentours des 1 $, on va latéraliser. Évidemment, je ne pense pas que ça arrivera, bien entendu, pour le Bitcoin. Donc ça, c'est le deuxième scénario. Et le troisième scénario, c'est sur le court terme, un rebond, et sur le moyen terme, un nouveau sommet. Donc c'est le scénario que je évoquais en dernier, effectivement, on pourrait revenir sur les 80 000 $. Et donc, ensuite, lorsque vous avez défini les différents scénarios possibles, il va falloir faire quelque chose d'intéressant. Vous allez déjà prendre en compte tout ce que vous savez au niveau du fondamental, des indicateurs long terme, des indicateurs intrinsèques, par rapport à voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous allez vous faire une opinion sur ce qui pourrait se passer par la suite, et donc mettre un pourcentage de probabilité pour que tel ou tel scénario se produise. Moi, vous l'avez compris, c'est le scénario numéro 1 que je privilégie. Donc je vais dire, voilà, pour faire très simple ici, je vais pas aller rentrer dans quelque chose de compliqué. Moi je dirais qu'il y a 50% de chances pour que le scénario 1 se produise, je dirais 25% de chances pour que le scénario 2 se produise, et également 25% pour que le scénario 3 se produise. Donc j'ai un biais plutôt, voilà, sur court terme rebond, sur moyen terme nouveau plus bas. C'est un peu mon biais aujourd'hui, en tout cas, sur le cours du Bitcoin. C'est peut-être que vous n'avez pas le même avis, que vous pensez qu'on va directement chercher un nouveau plus bas. À ce moment-là, vous allez établir vos pourcentages comme vous le souhaitez. Hein. Voilà, ça peut être autre chose que 50, 25 et 25. Et il peut y avoir plus que 3 scénarios si jamais vous avez d'autres idées sur ce qui pourrait se produire. Voilà, moi je pense que là, on couvre bien déjà les choses et j'avais pas envie de faire quelque chose de trop compliqué. Donc maintenant, je retourne sur le graphique. Et on va essayer ensemble de déterminer des niveaux de support et de résistance. Alors, la première chose que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas trop analyse graphique et que voilà, ça vous saoule un petit peu, eh bien, vous pouvez simplement récupérer, tout simplement, vous pouvez vous mettre en ligne et essayer de chercher les clôtures des bougies. Donc, vous voyez que là, vous pouvez vous mettre une ligne horizontale de façon très simple qui vient chercher à peu près cette clôture, celle-ci, également ces points bas là. Donc là, on a plutôt un niveau, voilà, de résistance important. Je dis de résistance parce qu'on est en dessous de cette ligne. Donc, si on y retourne, on peut s'appuyer dessus en tant que résistance. Là, on est actuellement sur un niveau de support, hein, la semaine n'est pas finie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Vous pouvez par exemple vous mettre des lignes de tendance. Celle-ci est très pertinente, hein. Je l'ai vu la dernière fois, parce qu'elle vient chercher, donc je vais supprimer celle-ci pour l'instant. Elle vient chercher à la fois ce niveau de clôture ici également, et vous voyez là également à 2 reprises. Donc cette ligne-là, c'est un niveau également important de résistance qu'on peut matérialiser ici après avec des rectangles, c'est-à-dire que ensuite vous allez pouvoir zoomer sur le graphique et vous mettre par exemple des petits rectangles pour essayer de matérialiser ces niveaux où le prix pourrait résister. Bon là je l'ai fait un peu gros ici, mais effectivement ça dépendra de la période de temps à laquelle on l'atteint. Voilà. Donc vous pouvez vous faire ce genre de choses et essayer de déterminer des niveaux de résistance. Là on a les 34 000 par exemple qui semblent très pertinents au niveau graphique, et également ici les 39 000. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur les Fibos? Bah voilà, c'est quelque chose qu'on va regarder. Moi, je vais me concentrer uniquement sur les Fibos parce que bah, j'aime pas trop me positionner des lignes. On va essayer de faire plutôt quelque chose d'intéressant avec les Fibos. On a plusieurs façons de faire. Donc moi, je vais me remettre en candle. Et on va essayer de voir ces 2 rectangles rouges s'ils correspondent à quelque chose sur des niveaux de Fibonacci. Et si c'est le cas, ben, ça pourra appuyer le fait que ce sont des niveaux importants de résistance. On peut prendre un Fibo qui récupère toute cette baisse, en admettant que là on soit sur le bottom aux alentours des 25 000. Et on voit qu'effectivement les 34 000 ça représente les 38,2 de Fibo. Donc très pertinent hein, ici, hein, les 34 000. On voit à la fois par rapport à la trendline qu'on a tracée précédemment et également par rapport au niveau de Fibo. Et on voit également que le niveau du coup, cette deuxième zone rouge que j'ai dessinée représente les 61,8 de Fibo, de la baisse. Donc on a cette zone de rechargement qui est située ici, qui peut faire office de résistance. Donc oui, aujourd'hui, si jamais on a un rebond et qu'on est donc dans ce scénario numéro 1 que l'on a décidé ou que l'on a envisagé tout à l'heure, ici, eh bien, il est quand même fort probable que l'on vienne, pourquoi pas s'appuyer dans un premier temps sur les 34 000, et pourquoi pas dans un second temps sur les 39 000 $ si on veut être un petit peu plus bullish.
Ensuite, dans ce scénario numéro 1, on a dit qu'il y avait un rebond et ensuite un nouveau plus bas. Ceci dit, on ne sait pas jusqu'où est-ce que ce rebond pourrait se produire et c'est pour ça qu'on essaye de le déterminer maintenant. On peut également du coup se mettre un Fibo qui récupère cette fois-ci toute la baisse pour voir sur quoi on tombe. Alors excusez-moi, j'ai coupé un peu la vidéo et là du coup il faut que je le refasse. Et on voit que voilà, donc je vais me positionner correctement, là c'est pas le cas. Hop, voilà. On voit qu'effectivement ce premier niveau est un peu en dessous des 23,6 et ce deuxième niveau se trouve entre les 23,6 et les 38,2. Donc finalement, c'était certes des bons niveaux à court terme qui peuvent être atteints. Par contre, sur du plus long terme, on voit grâce à ce Fibo beaucoup plus long terme qu'on a les 42 000 sur les 38,2, ensuite les 61,8 sur les 52 000 et ici les 60 000 sur les 78,6. Donc là, on a des niveaux beaucoup plus élevés ici et on se dit que en fonction des niveaux qu'on atteint là, eh bien on reste toujours dans ce scénario numéro 1 que l'on a défini ensemble parce que là, j'imagine effectivement que ça correspondrait toujours dans ce cas-là à un rebond. Donc vous voyez qu'en fait, dans ce scénario numéro 1, on imagine donc un rebond avec un nouveau plus bas par la suite. On ne sait pas jusqu'où ce rebond aura lieu et donc on peut se faire des sous-scénarios si on veut et si on est un peu chaud là, en essayant d'imaginer les différentes possibilités de rebond. Le rebond aux 34 000, le rebond aux 38 000, un peu plus haut ici aux 42 000, on peut très bien s'arrêter sur les 38,2 ici, ou ensuite la zone de rechargement de short de toute la baisse ici entre les 52 et les 59 000 $. Donc ça va pas être l'objectif du jour, sinon cette vidéo durerait une éternité, mais vous, chez vous, si vous êtes un peu motivé, vous pouvez effectivement vous mettre des scénarios, des sous-scénarios, mettre des niveaux de probabilité au sein du même scénario, etc. Et c'est comme ça, vous aurez une vision beaucoup plus claire, vous pourriez vous faire une sorte d'arborescence comme ça, et ça vous aiderait à clarifier votre esprit et à savoir comment mettre vos paliers d'achat. Moi ici, je vais rester très simple, tout simplement, on va simplement se mettre ces 4 paliers ici, à cet endroit-là. Donc ça, ce sont des niveaux, tout simplement, de résistance. Quels sont maintenant les niveaux de support qu'on peut essayer de déterminer? De la même façon, on peut prendre un Fibo donc, qui récupère toute cette hausse que l'on a connue ici en 2021 et on regarde un peu les niveaux de Fibo. Donc on voit que là on est sur un niveau de support pertinent puisque nous sommes venus chercher sur la mèche les 61,8 et qu'on est en train de rebondir sur cette trendline actuellement et qu'on a clôturé au-dessus dimanche dernier, donc ça c'est pertinent. Les niveaux actuels qu'on pourrait donc étendre, alors on va se mettre cette fois-ci des rectangles verts parce que ce sont des lignes de support, c'est-à-dire des lignes où potentiellement il faut plutôt acheter, vous voyez. Ce que je mets en vert c'est plutôt des endroits où on aimerait acheter et en rouge des endroits où pourquoi pas on aimerait vendre. Voilà, donc ça c'est le premier niveau de résistance. Derrière on a les 78,6 aux 17 000 $, et ensuite on a le niveau des 85,4 qui est matérialisé ici aux alentours des 13 300 $, qui correspond finalement les 13 300 $ à cet ancien point haut qui est situé ici, vous voyez, tout simplement. Et ensuite, ici, les 78,6, ça correspond plutôt à cet ancien point haut. Donc, on peut, comme je le disais tout à l'heure également, se mettre des lignes comme ça, qui représentent des niveaux, des sommets importants, et vous voyez que ça correspond également à des Fibos importants. Et ça, c'est pertinent. En tout cas, graphiquement parlant. Mais c'est clair que, en fait, on voit qu'il y a un gros trou, en fait, sur les prix, ici. Si regardez, je mets un rectangle. On va essayer de se mettre un rectangle qui a un gros trou entre les niveaux actuels. Je vais essayer de le mettre d'une autre couleur. Bon là, voilà, dans ce rectangle blanc, vous voyez qu'il y a un gros trou entre les niveaux actuels et ici cet ancien sommet. Donc si on perce par le bas ce point de résistance, de support pardon, sur lequel on est, il est fort probable que l'on revienne chercher cet ancien sommet des 20 000 $ très rapidement. Donc ça, il faut en être conscient et c'est pourquoi finalement il n'y a pas de niveau de support entre ce niveau-là et ce niveau-là et que même sur le Fibo on constatait qu'il n'y avait rien. Voilà, donc j'ai des niveaux de résistance que je n'ai pas forcément mis correctement. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est se remettre le Fibo tout simplement, et on a dit qu'on avait le niveau des 34 000 qui était important, qu'on peut étendre jusqu'au ici 35 000. Celui-là, eh bien, il correspond pas à grand chose finalement, donc j'ai l'impression, donc je vais le supprimer, je vais me remettre juste les 38,2 à cet endroit-là, tout simplement, que je vais mettre du coup en rouge comme les autres. Et voilà, je vais décaler ça ici. Comme ça, on voit bien, on matérialise bien nos 4 niveaux de résistance, et ici en dessous donc nos 3 niveaux de support, dont le premier qui a déjà été atteint sur lequel nous sommes. Donc finalement on revient sur notre feuille de calcul là et on voit qu'on a donc 75% de probabilité de faire un nouveau plus bas sur du moyen terme, tout simplement parce qu'au niveau du scénario 1 et 2, eh bien regardez, on a un nouveau plus bas ici et également un plus bas ici. Et vous avez également 25% de chance en revanche d'aller très rapidement
faire de nouveaux plus hauts. C'est-à-dire d'abord obtenir un rebond et ensuite finalement chercher un nouveau plus haut. Du coup, comment est-ce qu'on peut gérer les choses avec nos 10 000 euros pour rester logique? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bah voilà, vu que j'ai 25% de chance, pourquoi pas d'aller chercher un nouveau plus haut, mais qu'il y a 75% de chance qu'on aille plus bas, eh bien aujourd'hui, je vais aller investir 25% tout simplement de mes 10 000 euros sur les niveaux actuels. Donc, sur les 10 000 euros que j'ai à consacrer dans le secteur des crypto-monnaies, c'est de l'argent que voilà, j'ai de côté, que je consacre par exemple sur Binance, qui restent en euros, qui vont permettre d'investir à plusieurs reprises, eh bien je vais consacrer donc du coup 2500, j'ai mis un zéro de trop, euros sur les niveaux actuels. Voilà. Et derrière, eh bien, si ce scénario, si on s'est trompé finalement et que l'on vient chercher un nouveau sommet, rapidement, enfin trompé entre guillemets parce qu'on avait envisagé cette possibilité, raison pour laquelle on avait investi tout de même, eh bien on prendra des gains quand même ici à hauteur, donc si on fait admettons 160%, on multiplierait nos 2500 par 2,6. Donc voilà, vous auriez, on peut faire le calcul ici, mais bon, ça n'a pas trop d'importance, mais 2500 fois 2,6, finalement, vous auriez cette fois-ci 6500, donc vous seriez en gain de 4000 euros. Qu'est-ce qu'il faudrait faire si jamais ce scénario se produit? Ensuite, c'est là que ça devient très compliqué, qu'il y a beaucoup de choses à gérer, que c'est pour ça que je ne peux pas tout faire dans une seule et même émission. D'ailleurs, peut-être que j'aurai l'idée de faire une formation sur ce sujet un de ces jours. Il me faudrait que je consacre le temps pour ça. Et bien à ce moment-là, si on vient chercher ces nouveaux sommets, eh bien, pourquoi pas revendre, soit tout simplement garder son investissement plus long terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, il va pas falloir, donc avec l'argent que vous avez de côté, c'est-à-dire donc 10 000 moins 2005 que vous avez déjà investi, il vous reste donc 7005, il va pas falloir investir ces 7500 euros directement sur ces sommets-là. Ça serait finalement une très très grosse erreur. Il faudra attendre probablement des retours plus bas, par exemple sur ce niveau-là, qui pourrait faire office de support long terme, pourquoi pas, on reprendrait cette ligne d'ailleurs qui est déjà à l'écran, que je pourrais prolonger, sur lesquels effectivement on pourrait se mettre des paliers. Avec peut-être plusieurs paliers. Ici on pourrait se mettre un Fibo derrière en assumant notre erreur et recalculer finalement notre stratégie. Et pourquoi pas rentrer dans cette zone de rechargement ici entre les 48 et les 39 000, etc. etc. Après, il faut simplement réadapter sa stratégie en fonction de ce qu'il se passe. Vous avez compris. Quitte à envisager également la probabilité qu'on revienne encore plus bas. Donc dans le cas, je le répète, on vient chercher un sommet, il y a toujours cette probabilité qu'on revienne par ici. Donc toujours garder de la liquidité également si jamais on va plus bas. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée générale. Je vais pas, c'est vrai que c'est compliqué dans ma tête parce qu'ensuite quand je commence à partir sur ce qui peut se passer après, j'ai envie d'expliquer comment je réagirai par la suite. Mais là c'est pas le but. On va rester sur notre investissement de 10 000 euros de départ. Pourquoi pas mettre donc en fonction des probabilités qu'on a définies ici, 25% sur les niveaux actuels, tout simplement. Ensuite, comment définir ce que l'on fait avec le reste de l'argent? Et bien là, ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, on va retourner sur ici le graphique. Eh bien, si le Bitcoin vient effectuer ceci, et que effectivement remonte par exemple ici jusqu'aux 51 000 $ et qu'ensuite eh bien il descend, vous allez vous garder de la liquidité pour investir plus bas. C'était un peu le but de cette stratégie. Donc là, si jamais on revient vers le niveau des 17 000 voire des 13 000, il vous reste 8 500 euros à investir. Donc vous allez donc dans votre stratégie imaginer qu'il y avait 75% de probabilité pour que ce scénario se produise et que donc vous allez pouvoir investir l'argent qu'il vous reste. On parle donc de 7500 euros. Malgré tout, moi je considère qu'il est toujours intéressant, quoi qu'il arrive, même lorsqu'on atteint des paliers très faibles, de garder toujours 10% de liquidité au cas où si on continue de baisser de façon à pouvoir à nouveau acheter. Il faut toujours garder la liquidité pour acheter plus bas. Peut-être être complètement all-in si vraiment on arrive sur des niveaux qu'on n'avait tellement pas envisagé qu'on a tout investi. Mais là je pense que sur les 7500 euros qui restent à rester, donc à investir, donc 75% de l'argent de départ, eh bien il peut être pertinent d'en consacrer 65% ici pour en garder 10. Alors après c'est là que vous pouvez vous faire des sous-scénarios. Vous pouvez envisager que cette première ligne, donc entre les 19 et les 17 000 par exemple, eh bien ait par exemple 80% de chances d'être atteint, et que celle-ci, seulement 20%, dans le cas où on est dans ce scénario baissier. C'est pour ça que le total fait 100%, bref, vous avez compris. Et à ce moment-là, eh bien, ce que vous allez faire, et ce que vous pouvez faire par exemple, c'est que sur les 6500 euros qui vous restent à investir, vous pouvez consacrer 80% du coup des 6500 ici, et 20% des 6500 ici, tout simplement. Donc vous allez vous mettre des ordres, par exemple je vais faire le travail avec vous, donc il vous reste 6500 à investir, parce que vous gardez 1000 pour la suite si jamais on va plus bas. Vous allez mettre, donc je reprends le travail, 0,8 fois du coup ce montant, pour investir sur le premier niveau, donc entre les 19 et les 17 000, et 0,2 par exemple fois ce montant. Ici, alors je vais
excusez-moi, je fais à une main en même temps et je galère un peu, fois ce montant, voilà, tout simplement. Donc là, il reste 1300. Donc vous pourriez vous mettre ces deux paliers. À savoir que là, je parle que du Bitcoin, mais les 5000, donc c'était combien 5200 que vous investiriez par exemple sur ce niveau-là, pourraient être répartis sur le Bitcoin en majorité, par exemple 50% de ces 5200 peuvent être consacrés au Bitcoin, et ensuite les 50 autres pourcents pourraient être consacrés sur des altcoins, de façon à diversifier votre risque et votre argent dans plusieurs crypto-monnaies différentes, vous voyez. Donc c'est un peu l'idée générale, vous avez compris un peu cette stratégie que je pourrais détailler bien mieux, mais c'est pas forcément le but. Je pense vraiment faire une formation à ce sujet parce que c'est quelque chose qui me prendrait énormément de temps à faire et que je prévois peut-être de faire plus tard. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Je vais terminer cette émission avec finalement ce que je parlais tout à l'heure avant l'introduction. Je disais, voilà, pour les personnes qui sont rentrées par exemple ici ou ici et qui aujourd'hui ont une perte, quoi qu'il arrive, peu importe l'endroit où ils sont rentrés, de moins, d'un portefeuille qui divise par 4 ou 5 parce que vous n'avez pas vendu au bon moment et qu'aujourd'hui, ou vous n'avez pas vendu suffisamment parce que finalement, vendre au bon moment c'est une chose, mais après c'est une question de pourcentage. Dans tous les cas, quand on revend, de la même façon que lorsqu'on achète, j'aime bien garder quoi qu'il arrive 10% de crypto au cas où ça monte. Mais si vous n'avez pas fait ça, forcément vous êtes à moins 4, vous avez divisé votre portefeuille par 4 ou 5. Donc comment est-ce que vous pourriez réagir aujourd'hui pour tout simplement remettre votre portefeuille d'aplomb ou pour vous remettre clair dans votre tête, tout simplement. Il y a aussi la possibilité de vendre à perte vos cryptos et de sortir complètement de ce secteur qui vous a complètement saoulé parce que vous avez divisé votre argent par 4, c'est aussi une possibilité. Mais dans le cas où vous souhaiteriez continuer à avancer dans ce secteur, qu'est-ce que vous pourriez faire? Eh bien, on va zoomer un petit peu sur le graphique, ici en daily. L'idée générale, quand on a ça sur le portefeuille, c'est... alors, il y a deux possibilités, deux choses que vous pourriez faire. Soit vous gardez vos cryptos pour du long terme, c'est de l'argent que vous n'avez pas besoin, et à ce moment-là, peu importe ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on chute plus bas ou pas, eh bien peu importe, vous allez le garder en attendant le cycle suivant, vous allez vendre sur des bougies vertes qui pourraient se produire qu'en 2024 ou 2025, et à ce moment-là, vous mettez en pause votre portefeuille pendant une période d'1 an ou deux, ce qui est finalement une technique très très bien, je pense, à faire si vous n'avez pas besoin de cet argent. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on retourne sur des prix d'achat très intéressants. C'était le cas, par exemple, ça correspond, comme je le dis, aux alentours des 5000 $ lors du précédent bear market, finalement, alors qu'on est le plus bas était aux alentours des 3000. Donc ça reste quand même intéressant au niveau de la temporalité ici pour pouvoir faire ce genre de choses. Par contre, si vous souhaitez hold jusqu'au prochain bull run, s'il a lieu, bien sûr, on n'en sait rien, mais si vous souhaitez garder votre crypto-monnaie ici, il faut que vous restiez conscient dans votre esprit que là, votre portefeuille, même s'il a divisé par 4 ou 5 depuis novembre 2021, il peut encore diviser par 4 ou 5. C'est-à-dire que si on revient aux 10 000 $ et que les altcoins chutent énormément encore par rapport au Bitcoin, vous pouvez voir encore un divisé par 5 sur votre portefeuille. Donc il faut en être conscient et se dire que de toute façon, on ne regarde pas les cours, on attend simplement la prochaine phase haussière et de nouveaux sommets sur le Bitcoin, c'est-à-dire au-dessus des 67 000, pour revendre ces cryptos, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième, ça serait de dire que on essaye, admettons que vous ayez besoin d'une partie de cet argent, et bien on va essayer de sortir petit à petit de ce marché, en tout cas peut-être 50-70% de ces cryptos, tout en gardant 20 ou 30%, parce que quoi qu'il arrive, on sait qu'on est sur des bons niveaux, et donc garder 20-30% sur du long terme, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut se résoudre à faire, vous voyez. Et donc à ce moment-là, quels sont les niveaux de revente que vous pourriez imaginer? Parce que vous souhaitez sortir des cryptos, parce que vous avez besoin de cet argent. Je pars du principe que vous avez vraiment besoin de cet argent. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez par exemple vous mettre en daily, voilà. Vous regardez ce qui se passe, on a eu une énorme chute sur le RSI Daily, j'ai fait le travail tout à l'heure sur le RSI Weekly, on pourrait le refaire le même sur le Daily, on voit qu'on est vraiment sur les 24, c'est très faible, on peut s'attendre à un rebond. On ne sait pas s'il va avoir lieu, mais on peut s'attendre à un rebond. Si vous êtes complètement all-in aujourd'hui dans les cryptos, que pendant toute cette période, vous n'avez complètement, vous n'avez rien vendu, que vous êtes complètement all-in, à ce moment-là, s'il vous plaît, essayez quand même, si vous avez besoin de cet argent, de sécuriser 10% dès maintenant de votre portefeuille. Entre 10 et 15, voire 20% de votre portefeuille. Ensuite, si ça monte, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir à nouveau vendre 10%, 15% en fonction des niveaux qui seront atteints. Vous mettez ce Fibo-là, on a vu tout à l'heure, donc il y avait deux zones de résistance qui sont matérialisées ici par les rectangles rouges, en tout cas sur le graphique plus long terme, mais sur du plus court terme ici daily, on a les 34 000 $ que l'on a vu tout à l'heure avec la trendline également diagonale qu'on avait tracée. Donc sur les 34 000, vous pourriez vendre à nouveau 10-15%. Sur les 61 000 à 39 000 également pareil, de façon à arriver jusqu'à 50, 60, 70%. Et une fois que vous avez vendu ça, eh bien vous gardez pour du long terme, cette fois-ci les 30% qui vous restent également, au cas où, si jamais, là, si on fait un nouveau plus bas, effectivement, ce que vous avez vendu ici, vous allez pouvoir, pourquoi pas, le réinvestir plus bas, mais c'est pas forcément une obligation, parce que je le disais que c'était dans le cas où vous avez besoin de cet argent. Et dans tous les cas, vous
pouvez garder hold 70%, enfin 30% des cryptos qui vous restent aujourd'hui pour du long terme. Par contre, si on ne revient pas jusque ce niveau des 43 000, eh bien, à minima, au moins vous auriez récupéré 20% ici, peut-être un peu plus 40 si on revient sur les 34 000, etc. Donc tout ça, voilà, c'est des choses que vous devez déterminer, mais c'est un peu la stratégie que j'adopterais si jamais j'étais dans ce cas-là. C'est-à-dire que si j'avais besoin d'argent et qu'aujourd'hui j'étais vraiment all-in dans les cryptos et que je ne savais pas quoi faire, ben effectivement, je revendrais déjà dès le début un petit pourcentage pour me sécuriser. Voilà, donc je pense que j'en ai fini avec cette émission qui me semble assez complète, mais en même temps très vague, parce que on a simplement survolé des sujets sans être si précis que ça, et que vous avez compris de toute façon c'est des décisions qui vous appartiennent, et c'est à vous d'essayer de déterminer les pourcentages, ce que vous pensez du marché, comment est-ce que vous pourriez réagir, mettre ça au clair sur une feuille de calcul, tout ça, voilà. Tout ça c'est des choses, ou même sur un document Word avec du texte, hein, en marquant les émotions que vous avez ressenties pendant cette baisse, pendant les hausses, pour pouvoir mieux faire la fois d'après. Tout ça, même si c'est de l'investissement et pas du trading, c'est intéressant de le faire. Voilà, parce que lors du prochain bull run, vous allez peut-être pas réagir de la même façon. Si jamais aujourd'hui, lors de ce bull run, vous n'avez pas sécurisé suffisamment votre portefeuille, peut-être que lors du prochain, vous allez peut-être revendre trop tôt plutôt que de revendre trop tard, vous voyez. Ce sera la psychologie inversée. Et peut-être que du coup, encore la fois d'après dans 8 ans, là, vous allez faire quelque chose de beaucoup plus parfait, parce que vous aviez eu le cas où vous aviez vendu trop tard, vous savez comment vous aviez réagi émotionnellement parlant. Vous avez ensuite eu le cas où vous avez vendu trop tôt, vous savez comment vous avez réagi émotionnellement également, et ensuite vous allez peut-être faire les choses de la bonne façon. Voilà, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on avance, et moi aussi j'ai encore énormément de choses à apprendre. Mais j'essaye de vous apporter en tout cas des éléments qui me semblent intéressants au quotidien. Ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission, j'espère que ça vous a plu, hein. Si c'est le cas, pensez à l'abonnement, au like, ça fait toujours plaisir. Moi je vous retrouve dans une prochaine émission très prochainement, peut-être demain, et je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde!